Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être là ce soir. Je me présente, je suis Natacha Rimon, je suis la chargée de communication événementielle et culture ici au Relais. Donc, je présente un peu cette série d'événements qui ont lieu ici ce mois pour le mois de l'ESS au Relais, en collaboration avec la ville de Pantin. Donc, on a fait 4 rendez-vous autour de thématiques différentes et variées sur l'alimentation, sur la logistique, la tech aujourd'hui bien sûr, et sur l'économie circulaire. C'est très cool. Donc, juste pour présenter très rapidement notre structure, nous sommes un groupe économique solidaire qui s'appelle le Relais Solidaire, qui chapeaute différentes structures. Il y a une association qui s'occupe de la culture qui s'appelle Relais Culture, donc nous organisons des festivals, des concerts, des DJ sets pour faire de l'inclusion sociale avec des publics éloignés et de la culture et de l'emploi. Nous sommes aussi un centre de formation au métier de la restauration, en cuisine et en salle, et nous accueillons 250 stagiaires par an. Et les stagiaires sont des allocataires du RSA, et c'est des publics aussi également éloignés de l'emploi et qui sont résidents du 93. Et en plus de ça, on est aussi une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, et donc nous sommes un restaurant d'insertion professionnelle et un service traiteur, et toujours pour innover dans les métiers de la restauration avec ce type de public-là. Voilà en bref ce que nous sommes. Donc je laisse la parole à Philippe pour démarrer cette table ronde aujourd'hui autour de la tech. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Alors je vais déjà commencer par présenter notre panel, donc pour évoquer la thématique de l'utilisation de la tech donc dans les approches ESS à la fois dans le secteur public et le secteur privé. Donc j'ai à ma gauche Adam Selamia, qui est cofondateur d'une start-up dans le secteur de la santé qui s'appelle Noom, qui est une plateforme digitale qui propose des recommandations alimentaires en fonction du métabolisme de chacun. J'ai à ses côtés Alban Micheveller, qui est directrice innovation chez KPMG. Je dois dire que KPMG est un de nos partenaires principaux depuis le début de toute cette aventure. Je vous parlerai un petit peu plus en détail de ce qu'on a pu faire ces dernières années. Nous avons ensuite Noël Doza, qui est fondateur de Zei. Zei, c'est une plateforme qui est une solution digitale au service de la demande d'impact, qui a été créée, tu nous diras aussi tout à l'heure, il y a quelques années, qui a rencontré un grand succès. Et enfin, Maxime Baduel, qui est directeur général et fondateur de Rootup, qui est un cabinet de conseil en transformation durable des organisations. Il est également ancien conseiller ministériel ESS et RSE. Et moi-même, donc Philippe Maxon, fondateur de l'association Humane, qui porte l'initiative du Tech for Life Hub. Alors, qu'est-ce que le Tech for Life Hub? Le Tech for Life Hub, c'est une plateforme d'accompagnement qui est destinée donc à des entrepreneurs sociaux issus de quartiers prioritaires et qui a pour objectif de proposer en tout cas une approche, je dirais, constructive dans l'échange d'un modèle qui a pour objectif donc, de proposer 7 modules sur des thématiques très spécifiques qui sont ancrés sur des sujets assez techniques comme la finance, le juridique, le business dev, le marketing digital, mais surtout aussi sur une approche de construction personnelle, donc de coaching personnel et professionnel. L'objectif étant, bien évidemment, de maximiser les chances de succès de ces projets qui seront portés par le Tech for Life Hub et des aider jusqu'au financement. Donc la genèse de ce projet-là, en fait, est née il y a déjà quelques années, puisque l'existence humaine date de 2018, si je ne me trompe, avec déjà une présence aux États-Unis qu'on a déployée ici en France en début de cette année, et qui a pour objectif de dynamiser donc, des communautés donc, issues des quartiers prioritaires grâce à la technologie et à la formation. Donc pourquoi la technologie? Parce qu'on estime que c'est un outil d'accélération incontournable aujourd'hui et que c'est forcément un biais, je dirais, de développement de ces communautés qui permettent d'adresser surtout des problématiques qui sont urgentes à régler. Donc le postulat qu'on a pris, c'est que si on s'adresse à ces communautés-là qui elles-mêmes rencontrent ces problématiques au quotidien, on aura d'autant plus de chances et de probabilités de succès pour construire
des business, des modèles économiques qui seront pertinents et à la fois très pragmatiques. Donc on a lancé cette première opération avec la ville de Pantin, que je remercie au passage pour leur confiance, puisqu'on travaille ensemble déjà depuis quasiment 1 an, et avec bien évidemment des partenaires. J'évoquais tout à l'heure KPMG, on a aussi Gandhi.net, on a un cabinet de conseil de coaching le premier jour, on a le cabinet juridique La Tournure Wolfram, et j'espère bien d'autres à l'avenir qui nous rejoindront dans cette belle aventure. Nous avons lancé l'appel à candidature il y a ça maintenant 2 semaines, avec comme objectif de le clôturer d'ici la fin du mois de janvier 2022 et de sélectionner donc 5 projets qui proposeront donc des solutions technologiques à impact, essentiellement dans le domaine de l'environnement, de la santé et de l'éducation, qui sont a priori des secteurs qu'on a jugés être les plus pertinents dans un premier temps. On aura peut-être de belles surprises aussi par ailleurs dans d'autres secteurs d'activité qui seront tout aussi pertinents. Donc l'objectif, c'est de pouvoir sélectionner ces projets sur 4 critères principaux, qui sont la solution d'impact, la solution technologique, la composition de l'équipe et la transformation commerciale de ces propositions. Et donc voilà, de construire cette aventure avec cette approche-là, avec ces entrepreneurs sociaux. Comme je le disais tout à l'heure, avec une ouverture de dialogue et surtout une volonté d'être à l'écoute dans la construction de ce modèle-là, et surtout pas de se retrouver dans un postulat d'imposer quelque chose qui ne correspondrait pas à une réalité, et donc de pouvoir aussi responsabiliser nos entrepreneurs sociaux dans la construction de ce modèle avec nous, et d'essayer d'en faire quelque chose qui soit, encore une fois, le plus pragmatique et le plus impactant possible. Donc la première étape, comme je le disais, c'est la ville de Pantin. On a déjà commencé à travailler sur d'autres opportunités de déploiement à l'international, notamment en Nouvelle-Zélande, à Auckland, et j'espère aussi assez rapidement aux États-Unis, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on a déjà une présence dans ce pays depuis quelques années. Voilà, en ce qui concerne le Tech for Life Hub, alors bien évidemment, j'ai avec moi Arwa Boulahabi qui travaille sur ce projet depuis déjà quelques temps à mes côtés. Donc nous sommes bien évidemment tous les deux à votre disposition si vous aviez des questions aujourd'hui et dans les jours qui viennent, les semaines à venir, bien évidemment. Alors, transition sur la thématique qui nous intéresse tout autant aujourd'hui, qui est, comme je le disais tout à l'heure, la transposition, justement, l'utilisation de cette technologie dans les approches ESS. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aborder le sujet avec encore un prisme, comme je le disais tout à l'heure, par rapport au Tech for Life Hub, mais un prisme extrêmement pragmatique, parce qu'on a tous vécu ces échanges de panels où on rentre dans des généralités et finalement on ne comprend pas bien de quoi on parle. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'appliquer cette réflexion-là avec des exemples concrets, d'où l'intérêt et vraiment, encore une fois, merci à vous 4 d'être présents ce soir pour partager vos expériences respectives et nous amener ce regard terrain sur ces terminologies qui sont, encore une fois, qui restent assez génériques. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est essayer de comprendre quelles sont les applications de ces technologies dans vos industries respectives et surtout dans quelle mesure la technologie a pour vous un rôle important à jouer dans la mise en place de ces approches ESS. Et après, bien évidemment, on abordera d'autres sujets, mais déjà partir sur cette vision-là ou ce retour-là de prisme et d'expérience que vous pouvez vivre dans vos industries et vos startups respectives. Adam, je te laisse commencer. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Oui, alors je suis heureux de voir que je suis dans un lieu qui fait la part belle à l'alimentation et à la restauration. Donc, comme ça a été dit, moi je suis dans le domaine de la santé et de la nutrition personnalisée. Et le lien que j'y vois, c'est une plateforme digitale, et c'est vrai qu'on assiste de plus en plus à un mouvement, parce que l'hôpital est quelque chose qui est important pour nous en France, mais qui est de plus en plus compliqué à gérer et attaquer de toutes parts, quand ce n'est pas par des virus. Et c'est vrai qu'on est en train de passer, parce que c'est notre modèle de société, d'une médecine du patient à une médecine de la personne. On essaye de prendre en compte le soin dans sa dimension globale. Et l'hôpital, c'est aussi, et c'est en train de se passer, parce que les technologies médicales sont de plus en plus sûres et précises,
est en train de sortir pour aller hors les murs, pour aller vers le domicile. Vous avez entendu parler d'hospitalisation à domicile. Et le lien que j'ai fait avec l'ESS, c'est que par exemple dans mon cas, où on travaille sur un projet de plateforme pour les patients dénutris du cancer, c'est qu'en sortant de l'hôpital, eh bien, il faut assurer cette continuité des soins et cet environnement. Et par exemple, dans la nutrition, on sait si à l'hôpital on n'y va pas pour manger comme on va chez Goemio, enfin dans un restaurant Goemio, mais il peut y avoir un rôle de l'économie sociale et solidaire d'apporter, par exemple, une alimentation. Alors j'ai cité le cancer, mais c'est vrai pour d'autres pathologies, par excusez-moi de l'anglicisme, mais des ghost kitchens, des cuisines adaptées qui prépareraient des plats spécifiquement pour des patients qui seraient chez eux, de façon à augmenter l'efficacité du traitement et aller amener un peu de dimension sociale et de plaisir dans des moments difficiles. Donc voilà un peu pour moi des exemples potentiels de la technologie et de son mariage avec l'économie sociale et solidaire. Il y en a plein d'autres, mais c'est celui qui m'est venu à l'esprit en premier. Peut-être si je peux faire une toute petite parenthèse, je crois que c'est bon, ouais, nickel. Peut-être que c'est bien de définir l'utilisation de la tech en tant qu'entreprise, organisation qui va améliorer ses process via la technologie et la création de start-up, de projets, de produits de services technologiques à impact. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Les startups qui se lancent à impact, elles proposent une alternative qui vont aider leurs clients à améliorer leur empreinte sociale et environnementale. Et ça peut se faire, et ça se fait très souvent via la tech. Et de l'autre côté, on va avoir les entreprises, je vais prendre l'exemple d'un Decathlon, qui va pouvoir utiliser des technologies pour améliorer sa propre empreinte, réduire sa consommation d'énergie, consommation d'eau, lancer une marketplace secondaire où les clients vont pouvoir acheter et vendre des produits de seconde main, ce qu'on ne peut pas faire quand on est un Decathlon standard. Donc c'est des choses qui sont un petit peu différentes. Et on a KPMG qui va plutôt être le donneur d'ordre qui va souvent utiliser la tech aussi pour sa propre RSE et qui va pouvoir en plus proposer des solutions technologiques. Alors je pense que tous les deux, on est des solutions à impact qui utilisent la technologie pour l'impact, mais à destination de nos clients. Et nous, en interne, la technologie, c'est des visios pour éviter d'aller en présentiel dans les bureaux, mais le levier de la tech en termes de RSE dans nos startups est quand même plus limité que ce qu'on peut proposer comme produit et service grâce à la tech. Je ne sais pas si bien. Merci justement pour la transition. Alors c'est vrai que KPMG, je ne sais pas si vous connaissez peut-être le nom, mais vous ne connaissez peut-être pas tout ce qu'on y fait. C'est 5 métiers en fait, et des métiers qui utilisent tous pour bien fonctionner la technologie. Donc que ce soit l'audit et l'expertise comptable, ces dernières années, on a été amené déjà à utiliser la technologie depuis longtemps, mais à accélérer pour automatiser, pour robotiser, pour pouvoir produire notamment des données plus fiables. Donc on est des gros consommateurs de technologie. Il y a un autre métier qui est le consulting, qui utilise aussi beaucoup la technologie, évidemment. D'abord pour nous-mêmes et ensuite pour accompagner nos clients, comme tu le mentionnais. On a notamment pas mal de sujets en ce moment sur la blockchain. On a fait une acquisition avec Blockchain Partners pour pouvoir accompagner nos clients sur tout ce qui était crypto-monnaie, NFT, etc. On a encore un autre métier qui est le métier avocat chez nous. Et là encore, ces métiers-là se digitalisent. Ces métiers, donc les métiers d'avocat, mais également les directions juridiques en entreprise. Donc aussi bien nous-mêmes que nos clients, on utilise là encore la technologie et des outils technologiques. Et ça s'est accéléré tout ça avec le Covid. Il a bien fallu travailler à distance, il a bien fallu se digitaliser encore plus. Et on s'est rendu compte qu'on était des gros consommateurs d'énergie et que tout ça, on parle de pollution digitale. Et donc, comme beaucoup d'entreprises, on s'est rendu compte que la technologie, finalement, n'était pas forcément, pouvait avoir des externalités très négatives pour l'environnement, notamment. Et la prise de conscience a permis, cette prise de conscience nous a permis d'accélérer dans notamment ce qu'on appelle l'acquisition de technologies plus vertes. Et donc ça, c'est un mouvement effectivement de fond où on cherche à aller plutôt développer ou à remplacer des systèmes existants technologiques par des solutions technologiques ou des outils qui ont un impact plus faible sur l'environnement, voire idéalement donc la low-tech qui a un impact vraiment extrêmement limité. Donc on travaille beaucoup sur ces sujets-là. Donc ça, c'est pour nos propres fonctionnements, notre propre transformation à nous. Et puis, effectivement, on accompagne nos clients
dans leur transformation technologique pour viser les mêmes objectifs que nous. Il faut savoir que KPMG s'est lancé dans la vaste ambition de devenir entreprise à mission. On a pour ambition on a une nouvelle direction générale et un nouveau directoire chez KPMG. Et l'objectif, c'est de devenir le premier cabinet, le premier des Big Four, un des gros cabinets d'audit et de conseil, entreprise à mission. Donc l'annonce a été faite il y a un mois. C'est très lourd en conséquence, c'est un vaste chantier. Et donc c'est vraiment comment est-ce qu'au-delà des externalités négatives, au-delà quelque part de limiter notre impact, on va plutôt se transformer pour avoir un impact positif, notamment en matière d'ESS, et pas simplement sur le développement durable, mais également sur les enjeux sociétaux et sociaux. Voilà, peut-être pour poursuivre, j'étais assez longue. Peut-être juste peut-être pour avoir la casquette de l'autre côté, donc les anciennes fonctions publiques, où en fait on se rend compte que l'écosystème de la tech, l'écosystème de l'impact se développe de plus en plus en partenariat du secteur public. C'est peut-être aussi pour la simple et bonne raison qu'on se rend compte que l'État aujourd'hui n'arrive pas en fait finalement à résoudre et à répondre à toutes ces problématiques d'intérêt général. Il n'y arrive pas pour plusieurs raisons, parce que parfois les programmes sont un petit peu trop gros pour des problématiques un petit peu trop ciblées, et parfois aussi en fait ils n'y arrivent pas parce que tout simplement ils n'arrivent pas à bien comprendre en fait ce qui se passe sur le terrain. Et en ce sens, je pense que à la fois l'écosystème de la tech et l'écosystème de l'impact a vraiment deux réponses. Donc tu évoquais Noël, déjà d'une, il y a de la data, énormément de data, donc ça permet de se rendre compte peut-être dans certaines zones géographiques d'où viennent des problématiques de chômage. Est-ce que c'est juste du chômage ou est-ce que c'est des problématiques plus variées sur de la santé, sur de l'éducation, sur peut-être de la mobilité parfois dans des zones rurales? Et après, derrière en fait la manipulation de cette data, en fait on se rend compte que la tech finalement c'est un énorme accélérateur, et on l'a tous vu pendant la crise Covid. C'est que je pense qu'on a tous fait en un mois le même nombre de tables rondes qu'on a pu faire dans toute notre vie, parce que toutes les heures on était derrière son ordi à faire un Zoom. Et blague à part, en fait, on se rend compte que finalement la tech accélère énormément la conduite des projets, le processus, la transformation finalement de toutes les organisations. Et là, pour le coup, quand on parle de problématiques d'intérêt général, l'accélère énormément. Donc, et voilà, ça c'est le point sur lequel je souhaitais accentuer, c'est que finalement le public aujourd'hui ne se développe pas tout seul, se développe grâce à ce genre de partenariat. C'est joint venture social, comme on dit maintenant en bon français. Et je pense que pour faire la boucle, le Tech for Life Hub, elle répond finalement à cette grande problématique de partenariat pour l'intérêt général. Est-ce que je peux juste compléter sur un tout petit point? En fait, la tech n'est pas forcément à impact, et la tech peut avoir des impacts négatifs. On connaît tous que la consommation des serveurs, le hardware, voilà, c'est à peu près 4% des émissions mondiales sont liées au digital et à la tech. À peu près la moitié, c'est la consommation d'énergie, l'autre moitié, c'est tout ce qui est hardware. Par contre, la technologie permet de lancer des solutions impact qui seraient impossibles sans ça. En ton cas, si on devait avoir un humain qui devait faire des questionnaires à des gens pour savoir quelles sont ses habitudes, sa santé, pour ensuite lui faire des rapports à la mano, envoyés en PDF ou même en papier, pour lui dire voici ce que tu devrais manger, ce ne serait pas possible. Dans notre cas, on est capable, avec une petite équipe de moins de 20 personnes, d'accompagner 3300 entreprises dans la transformation de leur modèle et dans leur RSE. Si ça se faisait à la main comme un cabinet de conseil standard, on en aurait peut-être 10 ou 20 par an. Blablacar, sans la tech, ils ne pourraient pas mettre en commun des voyages. Et donc on aurait des agences de tourisme ou des agences de voyage de Dakar qui coûteraient beaucoup plus cher, qui seraient beaucoup moins accessibles. Phoenix, qui met en relation un producteur de déchets avec quelqu'un qui pourrait s'en servir. Donc toutes ces solutions-là, toutes ces innovations technologiques peuvent avoir un impact qui est démultiplié grâce à la tech. Après, il faut rentrer dans le détail et de voir au cas par cas, est-ce que ça a un effet rebond, est-ce que c'est négatif, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'a aucun sens, comme une perche à selfie ou du streaming en 4K. Très belle transition. Enfin, pardon, je voulais juste rebondir. En fait, et au-delà des innovations technologiques, d'ailleurs, la tech permet l'accélération et le passage à l'échelle de bon nombre d'innovations à impact positif tout court, en fait. Alors justement, j'avais prévu de poser cette question un peu plus tardivement dans le débat, mais non, mais c'est parfait, en fait, parce que la question qu'on peut se poser aussi, c'est de savoir, dans l'équation d'analyse justement d'impact, tu as touché, je dirais, 2 mots là-dessus tout à l'heure dans ta réponse,
c'est que dans la réalisation en fait, d'une utilisation d'une technologie qui adresse une problématique donnée à un instant T, comment est-ce qu'on peut arriver à se poser la question de savoir si on ne fait pas de dommages collatéraux. Donc, et quelle est l'approche justement que vous pouvez avoir chacun d'entre vous par rapport à cette réflexion-là, de pouvoir se dire est-ce qu'on a assez d'outils aujourd'hui qui sont disponibles. Alors, Noël, tu seras bien placé aussi pour répondre sur cette question, mais est-ce qu'on a assez d'outils qui sont à disposition pour avoir cette visibilité-là sur le long terme et comment est-ce qu'on l'aborde au quotidien? Est-ce que vous voulez Non, commencer? Bon, Bon, du coup, je commence. Et au-delà, peut-être avant de commencer par les outils, il y a peut-être l'approche aussi déjà. Il y a des méthodologies qui existent pour bien prendre en compte l'ensemble des externalités, l'ensemble des dimensions d'un écosystème autour d'un nouveau projet, d'une solution innovante, pour s'assurer qu'effectivement, même si on vise au départ un impact positif, on n'est pas en train de générer finalement quelque chose avec des conséquences peut-être négatives. Et donc ces méthodologies, c'est peut-être une forme d'expérimentation, d'y aller petit à petit, de faire fonctionner l'intelligence collective, de ne pas y aller tout seul en fait, et de faire des petits pas, de commencer par ce qu'on appelle un pilote, et puis ensuite voir comment ça marche, et puis après aller un peu plus loin. Et ce sont des méthodologies qu'on utilise couramment dans les méthodologies d'innovation, comme le design thinking, par exemple, dont vous avez peut-être entendu parler, le lean startup. On teste, on revient en arrière, on expérimente. Il y a également des méthodologies plus utilisées dans les services R&D, avec notamment le CK. Voilà, je pense que toutes ces méthodologies sont intéressantes quand on veut se lancer dans ces démarches de technologie à impact, par exemple. Et en termes d'outils, il y a beaucoup d'outils. Moi, je m'occupe notamment d'un laboratoire d'innovation et on a un outil qui est assez facile à activer, qui est la prospective, en fait. Alors, il n'est pas très tech, mais néanmoins, c'est un bon début. C'est comment aller identifier, comment se projeter, en fait, par rapport à une idée initiale, en l'intégrant dans un écosystème plus large, et regarder ce qui se fait ailleurs, regarder un peu quels vont être les usages de cette idée, de ce projet qu'on veut lancer, et se projeter justement dans l'ensemble des dimensions que pourrait adresser ce projet ou cette innovation. Et puis ensuite, en termes d'outils, bien évidemment, il y a des outils notamment de mesure d'impact. Il y en a un chez KPMG qui s'appelle True Value, voilà, c'est un nom anglais. Et quand on commence à mettre en place des outils qui permettent de mesurer l'impact, et bien clairement, on doit en amont imaginer un peu toutes les solutions possibles par rapport à l'innovation, par rapport au projet qu'on veut porter. Donc, ce type d'outil est intéressant parce qu'il permet de réfléchir dès l'amont en fait, du projet aux différentes externalités. Peut-être pour faire la transition sur la mesure d'impact, je pense qu'en fait ça c'est aussi le cœur aujourd'hui des nouveaux programmes de partenariat entre le public et le privé. En fait finalement on a vu beaucoup l'écosystème de l'ESS se développer ces dernières décennies autour en fait, de subventions, de consolidation des modèles, en fait sur une logique de moyens. Et en fait aujourd'hui on se rend compte que ces acteurs de l'ESS, parfois pour certains, ont grossi énormément, se sont développés, parfois grâce à des agréments publics comme l'agrément d'entreprise sociale d'utilité, enfin d'entreprise solidaire d'utilité sociale, avec l'avènement de toutes les bicorps, etc. Bref, en fait, on se rend compte que finalement, la subvention ne va plus leur suffire, même des subventions européennes. Et même, en fait, finalement, ne répondent pas parfois à leurs besoins parce que c'est trop long, trop compliqué à mettre en œuvre. Et de par les approches à impact qui viennent principalement des pays anglo-saxons, en fait, on se rend compte que de nouveaux modèles financiers viennent soutenir l'ESS beaucoup plus en amont pour aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Et la mesure d'impact est un excellent cas d'école parce qu'en fait, quand on regarde des outils comme les contrats impact sociaux, qui sont principalement développés en Grande-Bretagne, comment ils s'appliquent en France, en fait aujourd'hui, ils s'appliquent sur l'État a une problématique à laquelle il n'a pas su répondre. On a une start-up ou une assoce, je peux donner le cas par exemple de Article 1, que peut-être beaucoup connaîtront, qui finalement fait de l'éducation des jeunes, initialement en bac technologique ou professionnel, par du mentorat, par de l'accompagnement pour trouver leur voie. Eux, ils ont un savoir-faire sur comment je trouve des mentors, comment je cible des jeunes, comment je les accompagne, ça fonctionne. Ils ont envie de se développer sur toute la France sur peut-être les filières agricoles. Ça demande des investissements considérables de plusieurs millions d'euros parce qu'il faut ouvrir des nouvelles antennes, il faut former des nouvelles personnes, etc. Et c'est pas finalement avec l'outil public de la subvention qu'on va y arriver. Donc en fait,
l'État s'est beaucoup questionné ces dernières années sur quels sont les bons outils. Et finalement, l'outil de l'investissement marche bien. Sauf qu'en fait, on n'est pas en train de parler d'entreprises au sens classique quand on parle de l'ESS. En fait, on parle d'entreprises qui ont une utilité sociale, qui réinvestissent leurs dividendes, leur excédent budgétaire dans la conduite de leur projet et dans l'utilité sociale de leur projet. Et c'est là où, en fait, tous ces outils autour de la mesure d'impact vont être super utiles. C'est comment est-ce que je crée de l'investissement dans ces boîtes, comment est-ce que je me donne une batterie d'indicateurs, et comment est-ce que l'État, finalement, va à la fois muscler sa statistique pour comprendre, en fait, quelles sont les problématiques et pourquoi la SOS y répond mieux que l'État, et deuxièmement, comment je vais générer des paiements qui sont finalement proportionnels aux résultats qui ont été réalisés par l'association ou l'entreprise sociale grâce à la mesure d'impact. Et là, pour faire la bonne transition avec Noël, et là, quand même, il faut avouer qu'aujourd'hui, en France, c'est là où ça peine un petit peu, c'est qu'en fait, les méthodologies d'impact sont encore assez pauvres en France, finalement. Même à l'international, parce qu'à part Harvard, qui a beaucoup investi dans ces méthodologies et dans des thèses sur la question, aujourd'hui, finalement, on n'y arrive pas très bien. Et même des immenses instituts de statistiques comme l'INSEE n'arrivent finalement pas à aller jusqu'au bout de comprendre l'usager, comprendre le citoyen, comprendre la problématique technique, parce qu'en fait, il y a beaucoup trop d'effets conjoncturels qui se mélangent et on n'arrive pas à les isoler pour comprendre quelle est finalement la réponse précise d'une asso ou d'une entreprise sociale à une problématique d'intérêt général donné. Peut-être. Ouais, je pense qu'il faut distinguer les effets négatifs, externalités négatives que la technologie notamment peut avoir au niveau d'une entreprise et celles qu'elle peut avoir au niveau macro. Et c'est pas la même manière de le percevoir. Au niveau d'une entreprise, c'est quand même assez simple d'identifier, de cartographier les enjeux. Et quand je vais implémenter une solution technologique pour réduire une consommation d'énergie ou d'eau, ça va aller impacter d'autres éléments comme le nombre de PC que je vais utiliser, les serveurs, data et tout ça. Je prends un exemple très concret. Chez vous, à mon avis, si on fait la cartographie des enjeux, le transport des salariés doit être en numéro 1, bien devant la consommation d'électricité. Des achats. Ce sont les achats numéro 1. Des achats, qui incluent du coup, je suppose, tout ce qui est transport, les fonctions. Mais si on prend le transport, l'énergie et les déchets électroniques, le transport c'est plus important que la consommation d'électricité pure et dure, qui est peut-être plus important que les déchets électroniques. Mais on ne parle pas des mêmes enjeux. Il y a le climat, il y a l'énergie, il y a les ressources, il y a les déchets. Donc ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas avoir la même unité de mesure entre les différents éléments. Par contre, c'est possible de cartographier les enjeux et de dire que le transport, ça sera un enjeu prioritaire, l'électricité, c'est un enjeu qui est moyen, les déchets, c'est un enjeu qui est électronique, c'est peut-être un enjeu qui est plutôt secondaire. Et donc si j'arrive à réduire, grâce au télétravail, le transport de mes collaborateurs, donc ils font moins de missions sur site et plus de missions à distance, ça va peut-être augmenter ma consommation de serveurs internes, ça va demander plus de data centers, donc plus de guichets électroniques, ma facture d'électricité va monter, mais le gain environnemental des transports en moins va largement compenser l'augmentation de la consommation d'électricité et des déchets électroniques en plus. Donc au niveau d'une entreprise, je pense que c'est assez simple de cartographier tous les enjeux, de les prioriser et de voir quel est l'impact, le versement qu'il y a entre un enjeu et les impacts à côté. C'est plus compliqué au niveau de la société de manière globale. Parce que là, ce n'est pas du tout des choses qu'on va pouvoir identifier facilement. Par exemple, on est tous d'accord qu'envoyer un mail aujourd'hui, c'est beaucoup moins polluant que d'envoyer un courrier qui passe par la poste et qui est livré en camion. Sauf qu'en fait, c'est tellement facile maintenant d'envoyer un email qu'on envoie des milliards d'emails par an, des millions par entreprise parfois, alors qu'avant, elles auraient peut-être envoyé beaucoup moins de courriers. Donc sur l'avion, en quelques décennies, on consomme beaucoup moins d'essence pour faire un vol en avion qu'avant, donc le prix des vols s'est cassé la figure. Mais du coup, on voyage beaucoup plus en avion. Et du coup, le gain, l'efficience qu'on a économisé en termes de carburant par vol, il a été largement éclaté par le nombre de vols qu'il y a en plus. Donc là, c'est très compliqué au niveau de la société, de la situation globale, d'identifier les effets rebonds, les externalités négatives, et ça, j'avoue que je n'ai pas la réponse. Alors, pour compléter, et en tant que faire se peut de ce que vient de dire Noël, et revenir à la question de départ et boucler avec le Tech for Life Hub. Un exemple très concret qui parle au territoire de la Seine-Saint-Denis, les JO 2024. D'accord, on espère que ça va être une source de motivation pour de nombreux jeunes d'aller créer de nouveaux services attendus pour ces JO et c'est demain. D'accord, à l'échelle de la création d'une entreprise et de déployer
son prof sa preuve de concept. Et donc, c'est maintenant qu'il faut commencer. Le Tech for Life Hub arrive à point. Et le Tech for Life Hub, on en discutait tout à l'heure avec Philippe, c'est l'idée de se dire, ok, je fais quelque chose, mais c'est quelle vision je me donne et quel verrou j'enlève pour aller plus loin. Je m'explique. On a dans 3 ans les JO, mais quelqu'un qui va développer un service très intéressant dans le cadre d'un grand rassemblement international avec des gens qui viennent ici, il y aura besoin peut-être d'accompagner, de la culture, etc., les athlètes qui vont faire des choses, je ne sais pas, sur la partie transport, etc. Mais cela va être tout à fait transposable pour la Coupe du Monde qui arrivera en 2026 au Mexique et les prochains JO qui arriveront en 2028 en Australie. Et donc, quand on va commencer quelque chose dans l'idée de se dire je vais avoir un impact, je peux avoir un impact à l'échelle plus grande. Mais ça, c'est un changement un peu de paradigme, souvent de notre conception de l'ESS, qui est souvent, on ne va pas se mentir, une association qui a une urgence sociale souvent à traiter, et voire qui évolue dans un périmètre géographique assez limité. D'accord ? Et donc là, il y a une dimension de se dire, effectivement, ça existera toujours avec l'ESS, mais ce que va permettre la technologie, c'est de permettre justement d'aller sur cet au-delà. C'est de démultiplier et de prendre par exemple les JO de 2024 qui vont être, j'espère, tout le monde l'espère, une formidable opportunité de création d'emplois pour ce territoire, mais aussi l'idée de se dire je démarre quelque chose qui va pouvoir être pérennisé, et pour moi c'est ça le long terme. Et je voulais rebondir d'ailleurs sur l'aspect, je dirais, évaluation d'impact. Tu parlais, Noël, précisément, et plus encore de l'impact énergétique par rapport aux actions ESS. Mais on a bien évidemment, et tu le rappelais aussi très justement, Adam, au travers de tes exemples, un facteur humain qui est incontournable. Et donc, j'avais parlé un peu, vous poser la question de savoir quelles sont les tendances que vous pouvez dès aujourd'hui commencer à identifier. Est-ce que justement, à l'écoute de ces tendances, ça ne devrait pas être de se concentrer sur des méthodes d'évaluation d'impact humain, enfin sociétal, social, on les nommera comme on veut, mais de trouver des pain points, ou en tout cas une batterie d'indicateurs, comme tu disais aussi tout à l'heure, Noël, pardon, Maxime, qui nous permettrait d'avoir une approche, encore une fois, ancrée dans le court terme, moyen et long terme, et de se poser la question de savoir, par exemple, si en effet on réfléchit à des méthodes de transport beaucoup plus automatisées, quel impact ça peut avoir sur les forces de travail qui, dans le passé, étaient ceux qui étaient en charge justement d'acheminer ces courriers de part et d'autre sur le territoire national. Donc quel est votre point de vue là-dessus et donc si vous pouviez aussi faire le lien avec l'aspect tendance, ou en tout cas la vision tendance que vous voyez à court ou moyen terme, ça serait... Alors moi je vois 2 tendances, une qui me semble pas pertinente, l'autre qu'on essaie de pousser, c'est qu'on peut faire de la mesure d'impact en regroupant le social et l'environnement dans un seul score, label, enfin on met indice, on met un peu ce qu'on veut derrière, mais c'est très compliqué parce que c'est très... Comment est-ce qu'on peut mettre en côte à côte le climat ou la parité homme-femme ou la diversité avec la biodiversité? C'est impossible. Nous, ce qu'on a comme méthodologie, c'est qu'on a un score environnemental et un score social. On ne va pas les mélanger. On a aussi un élément sur la gouvernance, ça c'est encore autre chose. Et par rapport au secteur d'activité, on va prioriser des enjeux environnementaux en fonction de l'importance de l'enjeu pour le secteur. Par exemple, dans l'énergie, le climat sera l'enjeu environnemental numéro 1. Ensuite, on aura les ressources, potentiellement derrière la gestion de l'eau, les déchets, la vie sur Terre et autres. Si je suis dans l'agriculture, les enjeux environnementaux, ça va être d'abord tout ce qui est biodiversité, gestion de l'eau. Le climat, ça viendra peut-être après. Mais dans le social, ça sera un autre élément, un autre score qui n'est pas du tout mélangé. Et quand on est en VTC, on va avoir des enjeux sur les CDI, ou est-ce que c'est du travail précaire qui sera beaucoup plus important que des enjeux de bien-être au travail pour les collaborateurs dans les bureaux, par exemple. Et pardon de t'interrompre, mais qui prédéfinit justement ces facteurs dans l'analyse d'impact? Alors, de notre côté... Je pense avoir la réponse, mais pour les gens qui nous écoutent, ça sera intéressant de mieux comprendre le schéma de pensée ou la fondation en fait, qui sert de référent. Alors, je pense que chaque plateforme, chaque méthodologie a sa propre technique. Nous, ce qu'on a développé, c'est une matrice dans laquelle on va regrouper des centaines de critères RSE environnementaux et d'impact différents, avec des centaines de secteurs d'activité, et on va rattacher tout ça en fonction de l'activité, de la taille et des spécificités. On va les prioriser
par rapport à chaque secteur d'activité. Donc on le fait en interne, on co-construit avec des experts sectoriels. Et donc le résultat, c'est qu'une entreprise va s'inscrire en 3 minutes, elle va donner quelques éléments et on va lui générer automatiquement, c'est une grille de matérialité avec des enjeux pondérés de 1 à 200 en fonction de l'importance de l'enjeu environnemental ou social par rapport au secteur d'activité. Dans le conseil, on va avoir encore une fois les transports et les bureaux. Dans le textile, on va être sur les matières, par exemple. Donc on pondère et on priorise en fonction des cœurs de métier. Mais chaque solution, sa propre technologie. Bicorp mettre tous les enjeux au même niveau, ils ne vont pas juger ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. D'autres, je suis un peu plus réservé, je ne dirais pas lesquels, ils vont mettre dans un même panier l'environnement, le social et la gouvernance pour un seul indice global. Mais du coup, on peut avoir un très bon indice, on va appeler ça RSE, en étant très mauvais sur l'environnement, très bon sur le social et moyen sur la gouvernance. Mais du coup, c'est compliqué d'avoir un peu de transparence et de détails quand on englobe tout ça. Juste rapidement, pour répondre à ta question, Philippe, un peu avec un angle un peu taquin sur qui c'est qui donne finalement ces indicateurs, cette tonalité, ces sujets. J'ai envie de dire bêtement, c'est nous en tant que citoyens. Avant d'accord. on a vu catastrophes de Rana Plaza, on a vu des catastrophes écologiques, on a vu des catastrophes, des plans sociaux en France, des choses comme ça. C'est aussi nous, en tant que citoyens, qui fixons ce qu'on considère être la norme pour une entreprise. Et la norme pour une entreprise, je pense qu'elle a beaucoup évolué depuis, on va dire, ça fait à peu près 20 ans, où l'ONU a commencé à se pencher là-dessus avec le Global Compact de Kofi Annan, où finalement, en fait, on s'est dit, année après année, finalement, une entreprise, elle a des contraintes sociales, des contraintes de gouvernance, des contraintes environnementales qui sont beaucoup plus fortes. Et finalement, la société est un être à part entière, et même politique, vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis de ses collaborateurs. Et c'est comme ça, finalement, petit à petit, qu'on considère qu'il y a telle et telle contrainte qui s'applique sur l'entreprise. Après, l'État et l'Union européenne, principalement, légifèrent en ce sens, mais avant tout, je pense que c'est quand même une demande des citoyens. Je ne suis pas complètement d'accord, mais La vision est là pour ça, hein, pour ne pas être d'accord. Peut-être très rapidement, les citoyens ont un rôle d'inciter les entreprises à se lancer, on a fait dans cette démarche-là, mais ceux qui vont choisir les indicateurs et prioriser les enjeux, pour moi, c'est plus les scientifiques et les experts. Je prends l'exemple du climat. Dans l'énergie, les citoyens vont faire pression sur les entreprises en disant il faut que vous réduisiez vos émissions. Celui qui va préconiser la feuille de route, c'est pas moi, c'est pas nous, c'est le GIEC, c'est l'IAE. Et parfois, il peut y avoir des dissonances entre ce que pensent les citoyens et ce qu'affirment les scientifiques, comme le cas du nucléaire, où la plupart des Français pensent que le nucléaire est carboné. Et donc ils disent il faut sortir du nucléaire pour le climat, alors que le GIEC et eux nous disent non, c'est une des énergies les moins carbonées, il faut le garder et il faut le développer. Et dans tous les scénarios du GIEC, on a une multiplication jusqu'à x5 des capacités nucléaires dans le monde. Donc les citoyens ont un rôle de pression, mais pas un rôle d'identification et de priorisation des enjeux. Ça, c'est un métier d'expert, c'est un métier de scientifique en quelque sorte. Ouais, ça fait une belle transition, si vous permettez. Donc je reviens sur mon domaine qui est dans la santé, enfin je suis dans la nutrition, on va toujours argumenter est-ce que c'est de la santé ou pas, mais sur les changements et les indicateurs. Avec l'allongement de l'espérance de vie, avec des médicaments de plus en plus performants, on vit de plus en plus longtemps. Et jusqu'à très récemment, l'indicateur principal de la santé de la population, c'était son espérance de vie à la naissance. Les gens vivent en France 82 ans, 83, quelque chose comme ça. Sauf que, avec la pression sociale, mais on s'est aperçu aussi qu'on faisait, entre guillemets, ces évolutions produisaient aussi des années de vie qui n'étaient pas forcément de bonnes années de vie. Et donc, avec les experts, et on assiste à ce mouvement depuis maintenant un certain nombre d'années, à non seulement la prise en compte de l'espérance de vie, mais maintenant la prise en compte des années de vie en bonne santé. Donc c'est un nouvel indicateur qui est venu là-dessus. Sur l'hôpital, on a aujourd'hui un hôpital, il a un budget, et en fait il fait son budget en fonction des actes qu'il délivre, ce qu'on appelle une tarification à l'activité. Et donc, il va demander à l'État, j'ai fait 350 IRM, etc.
Mais aujourd'hui, avec la pression et l'éducation des gens, des individus, c'est pas juste de dire à un hôpital, il est bon parce qu'il fait 350 IRM. Il est bon parce qu'il a fait des IRM, ça a permis de détecter des choses et qu'il a bien soigné. Et on est en train de changer petit à petit, et donc là encore, des experts, les pouvoirs publics, la pression des citoyens, vers un système qui n'est pas encore tout à fait démocratisé, enfin arrivé, parce qu'il est encore en expérimentation de ce qu'on appelle, c'est anglais, donc Value-Based Healthcare, donc la santé sur la valeur apportée, sur les résultats apportés. Et donc maintenant, l'hôpital, lui, il est, excusez-moi de ces anglicismes, je travaille au Luxembourg, enfin, je vis de côté français, je travaille au Luxembourg, donc je suis toujours il est responsable, accountable, des résultats qu'il doit produire, c'est de l'argent public, et il doit démontrer qu'avec l'argent qu'il demande, il apporte des résultats. Et donc arrivent maintenant ces nouveaux indicateurs pour essayer de comprendre ça. Alors, ce n'est pas tout à fait de l'ESS au sens stricto sensu, mais pour vous dire que l'évolution de la société amène à des changements d'indicateurs qui prennent en compte là. Et juste pour terminer, un point qui est un peu à décaler par rapport à la santé, c'est qu'il y a eu beaucoup ces questions autour comment qualifier un pays qui va bien, etc. Et donc on a toujours considéré que l'alpha et l'oméga, c'était le PNB. Vous avez peut-être entendu parler du Bhoutan, je crois, qui a créé l'indice du bonheur, en disant mais non, c'est pas suffisant de dire on est un pays très riche, on est le 5e pays le plus puissant de la planète, etc. Non, quel bonheur on produit pour les individus. Donc là, il y a peut-être évidemment une relation à faire avec l'ESS, c'est de produire des individus qui sont socialement bien dans leur société, inclus. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est intéressant, mais c'est aussi des experts qui doivent se pencher pour les produire. Je voulais justement rebondir sur ce que vous venez d'évoquer. Les indicateurs dont vous parlez, ça correspond un peu à ce que Jacques Attali appelle l'économie de la vie, en fait. C'est une nouvelle forme, effectivement, de mesure. Il a parlé d'économie de la vie, et il parle maintenant de société positive, et non plus d'économie positive. Ce que je trouvais assez intéressant comme concept, on sent qu'on évolue, en fait. Je peux prendre un indicateur, non pas de performance, mais justement un indicateur qui est propre, par exemple, à KPMG et à beaucoup d'entreprises, pour compléter ce que vous dites, pas sur la durée de vie, mais en tout cas sur l'attractivité maintenant, et la rétention des talents. En fait, ça devient de vrais indicateurs et des vrais enjeux derrière ces mesures-là, en fait, parce qu'il y a une vraie guerre des talents. Donc la qualité de vie au travail et l'attractivité que les entreprises peuvent proposer à leurs collaborateurs devient vraiment un indicateur intéressant, bien plus que finalement simplement les indicateurs financiers. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, KPMG aussi, il est évidemment historiquement dans la mesure. On était auditeur, donc au départ on était très tourné chiffres évidemment, mais on est aussi ce qu'on appelle un organisme tiers indépendant, et donc aussi on va mesurer ce qui n'est pas facilement mesurable, ce que tu évoquais, ce que tu fais par ailleurs, sur la base d'outils qui valent un peu ce que tu évoquais, et une approche qui est intéressante pour la mesure dans l'univers de l'ESS, c'est peut-être justement ces 5 piliers ou ces 4 piliers que sont comment est-ce qu'une entreprise se positionne par rapport à la planète, par rapport aux people, donc par rapport aux collaborateurs, par rapport à la gouvernance, il m'en manque un, people, planète, gouvernance, prosperity. Donc la manière aussi dont l'entreprise elle-même va aller s'adresser à ses clients, ou du moins par rapport aux offres qu'elle peut proposer à ses clients. Et nous, KPMG, on en a rajouté un 5e, qui est ce qu'on a appelé les communautés, donc ça vient d'un terme anglo-saxon, c'est la manière dont on incarne un écosystème justement tourné vers l'ESS, à partir de ce que fait la fondation KPMG par exemple, et comment est-ce qu'on étend plus cet écosystème pour pouvoir avoir un impact positif auprès de partout là où on est en tant que KPMG, via des initiatives sociales et solidaires. Voilà. Très bien. Et alors justement, sur cette approche d'évaluation d'impact que vous avez tous décrit chacun les uns après les autres, est-ce qu'on peut considérer du coup que la technologie est un catalyseur de responsabilisation dans l'approche du développement de ces mesures? La technologie, c'est un outil, donc ça dépend comment on s'en sert. Dans notre cas, je pense que oui. Encore une fois, on peut s'en servir pour faire des trucs qui n'ont aucun sens et qui ont un impact pourri. Le métavers, par exemple, de Zuckerberg, on peut se poser la question. C'est quoi l'utilité concrète de ce truc-là?
Ouais, là, on parle moins d'impact. Enfin, on parle d'impact négatif pour le coup. Voilà. Donc ça dépend. Il faut y aller au cas par cas. Juste pour compléter, la technologie, c'est un catalyseur en fait. Donc ça permet un déploiement important, rapide, conséquent. Ça permet ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire un passage à l'échelle en fait. Ça permet aussi de mettre en visibilité rapidement des initiatives ou des projets qui peuvent en inciter d'autres. Voilà un peu tout ce que c'est la technologie par rapport à... Je formulerai peut-être la question un peu différemment. C'est est-ce que si on n'avait pas ce niveau-là de technologie aujourd'hui, est-ce qu'on aurait tout autant la motivation et l'ambition de mettre en place ces mesures d'approche ESS, ou est-ce qu'on est vraiment dans une corrélation, je dirais, un peu inéluctable sur l'approche en général? Belle question, un peu philosophique. C'est une question un peu philosophique. Je pense que comme il y a eu différentes révolutions, la révolution de la tech, l'innovation sociale, quand on parle de l'ESS, et puis après la révolution de l'impact qui est venue un petit peu plus quantifier l'apport de l'innovation sociale, finalement les nouvelles technologies, comme tu disais Noël, c'est juste un moyen. C'est un moyen d'accélérer, c'est un moyen de traiter énormément de flux d'informations, c'est un moyen de communiquer, c'est un moyen de mieux comprendre son client ou les personnes que tu accompagnes. Finalement, ça restera qu'un outil. Parce que la finalité, en fait, quand une boîte qui va avoir un impact positif, aussi bien environnemental ou social, se crée, son objectif, c'est pas juste de guider et de faire un programme informatique. Son objectif, en fait, finalement, c'est de répondre à une problématique grâce aux nouvelles technologies qui évoluent énormément aujourd'hui, que ce soit via l'IA, via les réseaux sociaux, etc. Je vais te challenger un peu, parce que, tu es un peu plus jeune que moi, mais c'est vrai qu'on utilise encore ce terme de nouvelles technologies. C'est quand même pour une génération qui est née avec ces technologies qui étaient déjà existantes, pour eux, ils peuvent se poser la question de... Alors oui, peut-être le métaverse, on pourra dire ou métavers en français, on pourra dire que ce sera une nouvelle technologie, mais en fait, je rejoins... Noël sur le fait c'est à la fois un catalyseur et à la fois un outil, mais il faut, pour moi, et c'est ce que nous rappelle le SS, c'est de bien être vigilant sur le fait que ce n'est pas un outil de substitution. La technologie, elle doit être au service de l'augmentation, et donc on doit augmenter les gens, augmenter les métiers, augmenter le service, augmenter le produit. Et dès lors qu'on commence à aller vers une idée de substitution, je remplace la technologie par des individus, on commence à rentrer dans un prisme qui n'est peut-être pas celui, en termes de modèle de société, qui est le plus intéressant. Mais à l'évidence, aujourd'hui, on a dit que ce qui n'existait pas dans l'humanité, que 30 personnes ou 40 personnes peuvent aujourd'hui délivrer un service où il fallait avant plusieurs milliers de personnes, pour apporter ce service, c'est tant qu'il soit utile, bien sûr, c'est formidable. À côté de ça, il faut veiller évidemment à faire en sorte qu'on ait un équilibre, qu'on n'entre pas dans une société qui va progressivement aller vers plus moins inclusive et plus à plusieurs vitesses. La réussite et de la bonne appréhension de la technologie, c'est toujours de se dire, évidemment, à quoi elle va servir, à qui elle va servir, et surtout, comment je peux faire en sorte que tout le monde peut se l'approprier. Il y a le logiciel, parce que c'est souvent, quand on parle de technologie, on réfère toujours au logiciel, un peu moins au robot, etc. Et il y a quand même la possibilité de copier, ou en tout cas de créer de nouveaux logiciels, etc. Les barrières aux entrées sont plus faciles. Regardez un domaine qui est celui de la santé et du médicament, des problèmes que posent par exemple les brevets, etc., sur l'accessibilité. Donc oui, on a des médicaments géniaux qui soignent aujourd'hui, technologiquement très aboutis, on ne peut pas tous les payer, ça coûte cher, etc. Donc il faut vraiment veiller à ce que la technologie soit toujours à la fois porteur de progrès que sont ces médicaments, mais à la fois très inclusif. Pour moi,
La technologie for good, en fait. C'est ça. La tech for good. Exactement, c'est Tech for Life Hub. Tech for good. Merci pour la conclusion. En effet, parce que là je comprends mieux ta question, là où c'est vrai, c'est que quand on fait du logiciel, alors pas du hardware, mais du logiciel, c'est infiniment plus facile de se lancer et de créer un projet impact que quand il n'y avait pas la tech. Je prends l'exemple, il y a 50 ans, on voulait lancer une entreprise, il fallait des bureaux, il fallait acheter des machines, il fallait recruter de suite 100 personnes, il fallait des stocks, il fallait des commerciaux sur le terrain. Maintenant, à la tech, moi j'ai créé la boîte avec capital social, c'était 7 000 € à l'époque. J'ai trouvé des associés, notamment grâce à des outils technologiques. Et il y a plein de plateformes, de solutions technologiques, notamment des SaaS, des logiciels, des applis, qui se sont lancés avec 1 000, 1 3 000, 10 000 €, ce qui était impensable sur des solutions pas technologiques, peu digitales, il y a des décennies. Non, mais c'est vrai, je rebondis sur ce que tu disais à l'instant. Avant, je pense que la technologie doit être inclusive. Et je dirais, pour un peu conclure, parce qu'on arrive à la fin de notre échange déjà, c'est tout l'objet du Tech for Life Hub, c'est vraiment de miser sur cette inclusion-là et de permettre à des populations qui n'ont pas forcément accès à ce niveau-là d'éducation ou de compréhension de ces technologies, de ce qu'on peut en faire en bien, de pouvoir les former et développer des projets qui vont dans ce sens. Donc voilà, j'avais juste une dernière question à vous poser à tous les quatre. C'est s'il y avait des améliorations à envisager aujourd'hui. Alors on a beaucoup parlé de tendance, d'un état de situation dans vos différentes industries, mais quelle serait-elle quel serait le point d'orgue que vous verriez être primordial dans ces 4-5 prochaines années? Alors, peut-être pour répondre à cette question, alors malheureusement ça ne va peut-être pas concerner la tech, mais ça fera un bon rebond sur les relais solidaires, qui, comme tu l'évoquais, une société coopérative d'intérêt collectif. Et je pense que, là on a beaucoup parlé d'environnement, de social, assez peu de gouvernance finalement, parce qu'en fait c'est toujours très acquis que une boîte, c'est pas forcément démocratique, que ça s'instaure, qu'il y a des chefs, que machin. Et je pense qu'une nouvelle forme aussi de révolution, c'est la révolution du partage, des parties prenantes, de la co-construction. Et le modèle de coopérative des sites qui initialement, finalement, pour revenir sur l'historique, vient du Canada et est très très développé autour de la Banque des Jardins là-bas, en fait se développe beaucoup en France. Et je pense que là, c'est un chouette modèle parce que sur un projet d'intérêt collectif comme ça, on peut avoir autour de la table aussi bien des acteurs publics, des acteurs privés, des experts qui vont challenger un petit peu l'évolution conjoncturelle et les nouveaux sujets, mais aussi les citoyens, d'autres associations, etc. Je pense que ça, c'est une forme de révolution aussi, où en fait finalement on ouvre, et on parlait d'inclusion, on parlait de nouvelles technologies, on ouvre en fait à énormément de personnes l'accès au projet finalement, pour en faire un projet un peu plus collectif. Vraiment dans la continuité de ce que tu dis, en fait, on sent, alors c'est peut-être pas encore une amélioration perceptible, quoique je trouve qu'on sent une réconciliation un peu entre deux univers. Quelque part l'univers associatif, qui était assez militant et engagé historiquement sur ces sujets-là, et l'entreprise justement qui maintenant, avec plus de sincérité en tout cas, veut se lancer dans ces démarches-là. Et quelque part, c'est un peu une vision dans laquelle on a, enfin, en tout cas j'ai envie de me projeter en disant qu'on peut, de part et d'autre, faire du business for good en fait. Et alors c'est pas forcément que la technologie, mais voilà, je pense que ça contribue au bien commun de part et d'autre, du côté associatif comme du côté entrepreneurial. Parfaite conclusion, merci. Voilà, donc écoutez, on arrive au terme de notre échange. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et surtout concret, pragmatique, parce que c'était vraiment encore une fois l'objectif à atteindre. Je ne sais pas si vous avez des questions à nous poser, on a un petit peu de temps pour ça. Moi, j'aurais plein de choses plus de réactions que de questions d'ailleurs. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu la mode, la question de l'impact. Mon grand âge dans le champ de l'économie sociale et solidaire me donne l'expérience qu'il y a l'évaluation de l'utilité sociale, on en parlait il y a 20 ans. Et que, du coup, ça renvoie à la question de l'évaluation, c'est une question finalement qui prend un autre virage marketing, si je pourrais le dire comme ça,
Et finalement, la question dans l'idée de mesurer qu'est-ce que ce qu'on fait produit, c'est quelque chose qui a toujours préoccupé les acteurs de terrain. Ça serait une première réaction. J'aurais bien aimé vous entendre, je ne sais pas si ça vous parle, le projet Lab Low Tech, voilà, qui est quand même un projet qui a dimension internationale, du coup, qui incite à remettre sur le goût du jour les low tech sur la question du rôle des experts. Moi, qu'est-ce qu'on met derrière les experts? Parce que les experts du 19e siècle, c'était des scientifiques, des médecins, des psychiatres, c'était cela les experts. Aujourd'hui, on sait que le monde des experts, c'est un peu des consultants qui ont du coup une légitimité qui est principalement fondée sur l'observation des bonnes pratiques, on peut dire l'expérience, parfois sur des modèles un peu plaqués, et que du coup, moi j'aime bien le mot de la conclusion sur la question de la gouvernance, parce que ça renvoie finalement à une question de gouvernance, et qu'effectivement le modèle des SIC, qui cette année a 20 ans, donc et ici on a une des premières SIC, où finalement on a des experts dans certains domaines, des consultants aussi. Je pense là je me fais la cartographie du conseil d'administration des relais solidaires, où on a des élus qui représentent les citoyens, on a des citoyens, voilà, et donc du coup c'est cette communauté de vision qui, à mon sens, nourrit complètement le projet. Voilà. Donc du coup, plutôt partagé sur la société des experts, mais plutôt sauf si on reconnaît à chacun une expertise d'usage politique à certains endroits. Voilà, je voulais juste porter ces quelques réactions. Merci Cédric. J'ai envie de te dire, la prochaine, si tu veux qu'on en réorganise un autre échange sur cette thématique, avec grand plaisir. C'est vrai qu'en 1 heure, c'est toujours un peu compliqué d'adresser l'ensemble des sujets ou des réflexions autour d'un sujet aussi vaste. Mais oui, merci en tout cas de ton intervention et tes remarques fort intéressantes. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait des questions? Peut-être juste pour répondre à ce que vous disiez sur les consultants, entièrement d'accord. Je pense qu'il y a aussi une révolution en cours dans les métiers du consulting. On parle beaucoup plus de co-construction avec les clients. Et l'expert ne veut pas dire qu'il n'est pas en co-construction. Et je pense que le consultant qui était légitimement dans la posture du sachant, ou qui se sentait devoir être dans la posture du sachant, est en train de changer un peu de métier. Et donc ça, c'est aussi une évolution qui est très intéressante. J'ai vu qu'il y avait une formation de co-design d'ailleurs, dans les premières éditions qui vient de se créer. Comment est-ce qu'on construit maintenant des réponses aux problématiques de nos clients avec les clients et avec d'autres experts? C'est des équipes pluridisciplinaires qui se mettent en place. Et là où tu as raison, c'est que les seuls experts qu'il faut écouter dans ce genre d'enjeu-là, c'est les scientifiques, parce qu'il n'y a que la démarche scientifique qui permet d'avoir une vision objective des choses. Donc l'expert, c'est un peu fourre-tout, mais il faut garder l'aspect scientifique des experts, je pense. Rien à ajouter, j'étais juste en train d'acquiescer. Madame avait posé la question. Alors, oui, bonsoir. Donc, par rapport à tout ce que vous avez dit, par rapport à l'utilisation de la tech dans énormément de domaines, en fait, aujourd'hui, je crois qu'on ne peut quasiment pas s'en passer. L'approche est de dire, nous, aujourd'hui, on veut ramener la tech aux personnes qui n'ont pas les moyens d'acquérir un certain nombre de connaissances et de les tirer vers le haut, c'est ça? D'accord. Entre autres, parce que je dis, ça ne peut pas être que ça, en fait, en tout cas pour Newman. Vous, le fait d'être à l'international et d'avoir cette volonté de pouvoir amener la tech auprès de publics qui n'ont pas forcément d'éducation ou cette facilité d'aborder ces sujets, comment vous y arrivez en fait aujourd'hui? Comment vous faites, que ce soit en France ou à l'étranger? Est-ce que vous passez par des processus qui sont différents par rapport à
en termes de communication pour toucher les gens, en fait, vraiment aller vers les gens. En fait, c'est tout. Merci de votre question. Elle est très pertinente et c'est tout l'intérêt, en fait, l'avantage aussi de pouvoir être en partenariat avec la ville de Pantin. Et dans les approches qu'on développe à l'étranger, on a exactement la même logique, ou en tout cas la même volonté de s'associer au secteur public et de pouvoir du coup bénéficier de ces relais auprès des maisons de quartier et de pouvoir de fait identifier des profils d'entrepreneurs sociaux ou en devenir qui seraient intéressés à participer à cette initiative. Mais je dirais que au-delà d'aller chercher des talents, c'est vraiment de créer aussi une nouvelle dynamique, de créer une intention autour d'un sujet qui, comme vous le disiez très justement aussi, incontournable aujourd'hui et qui est un outil, on l'a répété à plusieurs reprises, un outil d'accélération absolument incroyable. Donc, je dirais que l'ensemble de ces éléments-là dans l'équation font qu'on est obligé, j'ai envie de vous dire, de partir dans cette direction. Pour moi, c'était un sujet, le Tech for Life Hub arrive, je dirais, tout naturellement dans la dynamique du monde dans lequel on vit. Et je suis même surpris qu'il n'y ait pas eu d'autres Tech for Life Hub dans le passé qui auraient porté bien évidemment un autre nom, peu importe, mais en tout cas que ces initiatives n'aient pas fleuri de façon beaucoup plus prédominante dans les années passées, parce qu'on constate très clairement qu'il y a un décalage, une fracture sociale d'autant plus forte avec la situation sanitaire qu'on a vécue ces 2 dernières années, et qu'il est urgent, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé ça le Tech for Life, pour amener ce caractère d'urgence dans cette dynamique-là, de mettre à disposition ces outils, en tout cas de sensibiliser des populations qui ne sont pas forcément dans le système, si je puis dire, à résoudre des problèmes qu'ils rencontrent eux au quotidien. Et donc de mettre en place une formule qui sera faite ça et qui évoluera avec le temps, comme je le disais tout à l'heure, dans l'échange avec ces entrepreneurs sociaux pour réussir à faire en sorte que le temps passé et que l'énergie déployée servent réellement à quelque chose. Merci de votre question, mais je vais répondre à votre très rapidement sur l'expertise. Bon, je suis entrepreneur aujourd'hui, mais par le passé, j'étais un scientifique. Et même après 20 ans d'entrepreneuriat, on dit « Ah, le scientifique, ça, une chose qui colle à la peau. » Pourquoi ? Parce que c'est une méthodologie. Et c'est vrai ce qui est dit sur la méthodologie. Par contre, sur l'expertise, là encore, désolé de tirer la couverture encore sur la santé, mais j'espère que c'est un sujet qui vous intéresse également. On parle de plus en plus du patient expert. Et c'est d'autant plus vrai, par exemple, dans le cas d'une maladie rare. Vous êtes un médecin, un jeune médecin, vous avez été formé, vous n'avez probablement jamais vu le cas qui se présente à vous. Mais le cas qui se présente à vous, lui, il a peut-être 10 ans de vécu de la maladie. Et donc, c'est ce travail ensemble qui doit être fait, et donc cette expertise, elle doit être partagée. Première chose. Deuxième chose, sur le fait que, et pourtant, je suis universitaire, mais je donne de moins en moins de crédit que je donne à l'université, parce que, pas l'université en tant que telle, parce qu'on est dans un monde qui privilégie la connaissance. Or, et donc un sachant. Mais aujourd'hui, les gens ont accès à beaucoup de choses. Beaucoup de gens deviennent des entrepreneurs ou se forment avec YouTube et gagnent plus d'argent que moi. Donc, le background académique n'est plus un marqueur aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, c'est de passer de la connaissance, oui, d'accord, mais on peut aussi, mais ce que je veux dire, c'est que l'expérience, donc ce qu'on met derrière expert, est-ce que c'est expertise ou expérience? Et je termine par exemple un propos, quand on dit ramener la tech auprès de jeunes, par exemple, qui se sont... vous avez par exemple tout le champ donc des jeux en ligne, d'accord, et donc le gaming. Si on dit aux parents, votre enfant il joue, etc., avant, je voudrais qu'il soit docteur. Vous avez un fabuleux aujourd'hui secteur qui s'appelle le e-sport, d'accord. Vous êtes un jeune, vous êtes brillant, vous ouvrez un club de e-sport qui peut devenir potentiellement, en termes de chiffre d'affaires, le même qu'un club de foot de Ligue 1. C'est un secteur qui est en plein boom. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte avec ces jeunes-là qui ont une expérience, pas forcément la connaissance, mais ils ont joué, ils ont pratiqué, etc. Et de comment on fait. La technologie, ils ont des ordinateurs, ils ont des téléphones, ils ont des iPads, ils ont ce que vous voulez. La technologie, elle est là. Mais comment on fait de ce qui est dans la main et cette expérience pour la transformer ensuite en quelque chose qui a de la valeur pour cette personne, pour sa communauté et pour le pays, quoi.
Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non. Écoutez, ça clôture du coup notre échange extrêmement intéressant. Encore merci à vous quatre d'avoir participé à ce panel ce soir. Je voudrais également remercier les relais solidaires, puisque j'ai vu d'être tout à l'heure. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci encore d'être venu. Oui, pardon, ça y est, excuse-moi, j'ai oublié que tu voulais dire. Non, mais c'était juste parce que déjà vous remercier. J'ai trouvé que le débat était vraiment très intéressant et assez nourrissant. Voilà, remercier parce que c'était aujourd'hui notre dernière soirée de ce mois de l'ESS. Voilà, et on a avec les relais solidaires, on a organisé ce mois un peu marathon finalement pour nous, avec chaque semaine un événement sur ces 5 semaines, voilà, qui était une première pour la ville d'organiser ces espaces de discussion. Ça nous a donné plein d'idées, les gens ont envie de faire communauté à chaque sujet qu'on a sorti en croisant du coup des expertises diverses et des expériences diverses, et est née une volonté de poursuivre les échanges, de faire communauté, et ça c'était vraiment une vraie réussite que ce mois de l'ESS. Et du coup je voudrais plus particulièrement remercier aussi Lily Negra qui travaille avec moi à la ville de Pantin, qui a été très mobilisée, évidemment Natacha Rimo que vous avez vu tout à l'heure, qui a été aussi une des filles ouvrières, et puis remercier Lucas Prouveau et Vianney qui étaient à la technique ce soir, et qui, grâce à eux, ce savoir collectif sort de ce lieu des relais, puisque maintenant il est diffusé, alors j'espère avec pas trop d'impact, low carbone. En tout cas, merci à vous, et à très bientôt autour du Tech for Life et bien d'autres sujets. Avec grand plaisir. Merci. Merci à vous tous.